bien, merci beaucoup pour votre présence et on va reprendre. La technique est avec nous, donc on va en profiter et on va reprendre avec l'intervention de Frédéric Schneider, qui est maître de conférence à l'université de Perpignan et qui va nous parler de... Attendez, je reprends le titre de la collaboration internationale sur les énergies marines renouvelables sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie et de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Voilà, merci beaucoup et Frédéric, je te laisse la parole. Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, il n'est jamais aisé de captiver un auditoire après la pause déjeuner, mais cela l'est encore moins devant un public affamé. Donc, je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs du colloque, mes collègues, mais néanmoins amis Chiara et Pascal, pour leur amicale invitation, tout en m'excusant sincèrement auprès d'elles, des intervenants et des participants, de ne finalement pas pouvoir être physiquement présents, avec les problématiques que cela génère en plus sur le plan informatique, qui sont assez habituelles en somme. Permettez-moi également de rectifier une coquille très flatteuse qui s'est glissée dans le programme. Hélas, je ne suis pas HDR, mais j'y travaille activement. Donc, on va parler donc des énergies marines renouvelables. Alors, c'est un peu mon sujet, c'était mon sujet de thèse, donc un peu mon cheval de bataille. Donc, c'est toujours un plaisir et merci pour cette occasion qui m'est donnée de revenir sur mes vieux, pas mes vieux démons, mais mes vieux sujets qui sont d'actualité. Donc, si l'on googleise cette notion, comme on peut tenter de le faire, on va notamment tomber sur le site internet du ministère de la Transition écologique, et on va se rendre compte que ces EMR, elles visent des technologies avant tout, plus que des formes d'énergie en tant que telles, des technologies qui permettent de produire de l'électricité, ça c'est important, même si certaines peuvent produire autre chose que de l'électricité, mais de l'électricité en mer. Et c'est bien le critère géographique, ce critère, à savoir la disponibilité en mer des ressources, qui est déterminant et qui est au fondement de cette notion. Alors, l'éolien en mer, on le voit, je vous soulignais, j'espère que vous le voyez suffisamment à l'écran. L'éolien en mer, il est précisé que fait partie des énergies marines, hein, bien sûr, mais on le traite à part puisque c'est une technologie qui est mature, vous le savez, bien sûr, sur le plan technologique, et qui est donc atteint un niveau de déploiement commercial, y compris pour l'éolien flottant. On va quand même rechercher dans Code de l'énergie, quand même, si on trouve une trace des énergies marines renouvelables. Alors, on va tomber sur la définition des énergies renouvelables, qui est une définition assez finalement décevante, qui nous vient de l'Union, de la directive énergie renouvelable, et qui se définit pas autrement que une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables. Ça ne va pas nous apporter grand-chose, et donc on va se cantonner à un système de liste, comme souvent. Donc ces énergies renouvelables, elles comprennent justement les énergies marémotrices, houlomotrices ou osmotiques. C'est une précision qui a été rajoutée par une forme d'énergie qui a été rajoutée par la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, la fameuse loi APER en 2023, mais bon, qui est pas forcément très pertinent vu le faible niveau de développement de cette énergie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces énergies viennent citer, elles font partie des autres énergies, elles font partie des énergies marines, et la liste n'est pas exhaustive puisque on vise même d'autres énergies marines. Mais on distingue bien, vous voyez, l'éolien, et on ne fait pas forcément de mention de l'éolien terrestre ou de l'éolien en mer, maritime, offshore, peu importe. Donc la notion d'EMR, elle n'apparaît pas ici, mais on peut quand même la trouver dans
certains textes sur Légifrance, et notamment dans des codes, le code des assurances, par exemple, le code de l'urbanisme, le code des transports, et même dans le code général des impôts. Mais toujours pas de définition, hein. Elle ne peut être définie autrement que par les différentes technologies qu'elle recouvre. En termes de croissance, hein, c'est bien d'avoir une idée des perspectives de développement des EMR au niveau mondial. On se réfère directement aux chiffres de l'AIE, hein, qui fait référence dans ce domaine, donc l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, on voit que les énergies océaniques sont invisibles, pour le coup, y compris jusqu'à 2030, donc en dehors de l'éolien offshore, l'énergie marémotrice ou motrice, etc., sont même pas visibles à l'œil nu sur ces illustrations, parce que ce sont des énergies qui sont censées contribuer au mix énergétique, surtout à l'horizon 2050. On voit des capacités qui sont en nette hausse pour l'éolien offshore, hein, 140 gigawatts, soit plus du double de la croissance enregistrée au cours des 5 années précédentes, donc 2019-2020. La Chine, il faut savoir que c'est elle qui va contribuer à près de 50% de cette croissance d'ici à 2030. L'Union européenne, l'Europe plus largement n'est pas en reste, puisque elle va y contribuer à hauteur de 40%. Mais en réalité, ces prévisions sont à la baisse, parce qu'il y a eu, et ça ne nous a pas échappé, des changements politiques majeurs aux États-Unis, des pressions macroéconomiques, des difficultés d'approvisionnement, bref, plusieurs éléments qui ont généré des appels d'offres incomplets, des annulations de projets, voire un arrêt brutal décidé par l'administration Trump, hein, de certains projets éoliens offshore aux États-Unis. Trump, qui, vous le savez, est un farouche opposant de l'éolien en mer, même avant d'être élu président. Donc cela s'est traduit par une baisse de 27% des prévisions faites par l'AIE par rapport à l'année dernière. Alors, on peut aussi se référer aux chiffres de l'IRENA, hein, puisqu'après tout, c'est elle qui est l'agence pour les énergies renouvelables. Et on va observer qu'il y a grosso modo les mêmes chiffres, avec peut-être un peu moins de gigawatts, mais ça reste négligeable. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que l'éolien maritime, dont on parle beaucoup, les 83 gigawatts qui sont actuellement installés, qui sont en production, qui sont installés en 2024, sont en réalité sans commune mesure avec les quelques 1050 gigawatts d'éolien terrestre et 1870 gigawatts de solaire. À côté de ça, les énergies océaniques au sens strict n'atteignent même pas les 500 mégawatts. Donc, c'est 160 fois moins la capacité de l'éolien offshore pour le moment. Alors, je ne vais pas avoir le temps de détailler tous ces chiffres, mais il faut bien distinguer la capacité de production, la capacité installée, de la production électrique renouvelable. Et on retrouve des équilibres assez importants aussi, hein, des proportions qui correspondent aux capacités installées, mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Ce qui est important, c'est la contribution ici de la mer à travers les énergies marines à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à la source, et se pose donc la question du rôle de l'AIE et de l'IRENA dans cette optique. Alors, je vous ai proposé un petit tableau pour faire office de comparaison. Alors, on a deux organisations internationales qui sont quand même assez différentes, hein, en termes de date de création, qui n'ont pas du tout la même ancienneté. L'IEA, en acronyme français, est né en 74 à l'initiative d'un groupe de coordination énergétique de l'OCDE. Elle reste rattachée, malgré son autonomie, à l'OCDE. L'IRENA, de son côté, est né en 2009, même s'il y a eu dès les début des années 80, des premières tentatives de création d'une agence spécialisée dans les énergies renouvelables.
C'est le fruit du travail du politicien allemand Hermann Schier, qui est l'instigateur de l'association Eurosolar, qui elle-même a activement donc plaidé en faveur de la création de cette agence. Alors, le siège, vous le savez, l'IRENA, vous ne le savez pas, mais l'IRENA a son siège à... Pardon, je me suis trompé, c'est à Paris, l'AIE et à Abu Dhabi pour l'IRENA. Par contre, en termes de membres, je me suis pas trompé. C'est bien 32 pour l'IEA contre 171 pour l'IRENA et donc c'est 2 fois plus que en 2011. Donc il y a encore 2025 de nouveaux États membres enfin au moins un nouvel État membre qui a rejoint l'association. À cela s'ajoute, pour ce qui est donc de l'AIE, étant précisé qu'il faut être membre de l'OCDE pour pouvoir être membre de l'AIE. À cela donc s'ajoutent 4 pays candidats: le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Israël, et 13 pays membres d'un regroupement intitulé Association, qui rassemble bon nombre de BRICS+, donc les pays du Sud global. Et donc, ce n'est pas simple d'intégrer ces pays qui sont des grands pays consommateurs et producteurs d'énergie, tout en essayant de ménager les intérêts des États membres actuels, et le tout aussi en essayant de préserver maintenir l'influence de l'AIE, qui, à travers l'IRENA, a vu apparaître effectivement une potentielle concurrence, mais on y reviendra. Des missions qui sont traditionnellement liées on le sait, l'IEA au pétrole, à la sécurité de l'approvisionnement au pétrole, juste après le premier choc pétrolier. Aujourd'hui, c'est plus largement la sécurité énergétique. Et pour ce qui est de l'IRENA, sans surprise, c'est la promotion vraiment des énergies renouvelables dans la perspective du développement durable. Des directions aussi qui sont pas forcément révélatrices, mais à la tête de l'IEA, on retrouve un ancien de la maison, puisqu'il est là depuis 30 ans. C'est un économiste de nationalité turque. Et pour ce qui est de l'IRENA, on trouve un fonctionnaire universitaire italien qui était anciennement directeur général du développement durable au ministère italien de l'Environnement. Alors, on va voir que quand on parle d'EMR, en réalité, on va être confronté à cette scission, ce que j'appelle un peu abusivement le schisme des EMR. On va le voir directement lorsqu'on va s'intéresser aux EMR au sein de l'AIE. On va pas trouver de définition juridique, bien sûr, dans les documents constitutifs de l'AIE. Notamment dans le programme de l'énergie, programme international de l'énergie, qui est le texte fondateur, bien sûr. On va donc se rabattre sur ce qu'on trouve, c'est-à-dire un glossaire sur le site qui va décrire ce que sont donc ces deux filières, qui ensemble donc forment les énergies marines renouvelables. Pour nous, en tout cas, dans cette appréciation, dans cette finalement perception française que l'on a de ces énergies renouvelables en mer. De ce côté, l'IRENA, elle va mentionner dans ses statuts l'énergie des océans, mais elle va distinguer, bien sûr, encore une fois, l'énergie éolienne, sans distinguer par ailleurs, au sein de cette énergie éolienne, entre le terrestre et le maritime. Alors, au sein de l'AIE, pour poursuivre sur cette appréhension des EMR, du point de vue de l'Agence internationale de l'énergie, les EMR, c'est ni plus ni moins qu'une source d'énergie, d'électricité, en l'occurrence décarbonée, au même titre que le nucléaire. J'abuse à peine. Et le problème, c'est que ces énergies, contrairement au nucléaire, ne sont pas permanentes. Donc pour l'AIE, finalement, ces énergies concourent
à la sécurité énergétique, hein, elles répondent surtout à une volonté, hein, qui est rappelée dans le communiqué ministériel de 2024, qui est important à noter puisqu'il rappelle l'engagement pris lors de la COP 28, hein, d'un triplement des capacités d'énergie renouvelable d'ici à 2030 pour atteindre donc le, la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc, eh bien, les EMR, bon, sont censés contribuer à cet objectif global. C'est un objectif phare du Pacte vert européen, comme vous le savez. Mais ce que ne dit pas l'AIE, hein, c'est que toutes les énergies renouvelables et toutes les énergies marines renouvelables ne pourront pas, en particulier, contribuer à l'atteinte de cet objectif à 2030, puisque seul en réalité l'éolien offshore va être en mesure de contribuer d'ici 5 ans à ce triplement des capacités d'énergie renouvelable. Autre document important qui a été adopté juste après, c'est les objectifs communs, qui sont un peu l'acte d'adhésion, enfin, on va dire le document qui doit être respecté pour espérer devenir membre de l'AIE et qui va servir de référence, de cadre de référence pour l'examen des politiques énergétiques. Tout pays doit justement les approuver, hein, approuver ces objectifs communs pour espérer être membre. Et dans ces objectifs communs, on fait davantage référence aux énergies propres. Et donc, dans énergie propre, c'est propre sur le plan climatique pour l'AIE, et donc ça inclut le nucléaire. Et d'ailleurs, il est bien précisé que les membres de l'AIE qui renforcent qui continue de poursuivre le développement de l'énergie nucléaire, donc s'inscrivent bien dans cet objectif de neutralité carbone. Donc voilà, beaucoup de références aux énergies propres au détriment des énergies renouvelables. Alors, en termes de collaboration au sein de l'AIE, ça va se passer, ça va prendre la forme de ce qu'on appelle les Technology Collaboration Programs, les TCP, avec 2 programmes, hein, essentiellement. Un pour l'éolien. Là encore, on va finalement masquer la spécificité de l'éolien offshore au sein de l'éolien, de manière générale. Et donc, voilà, il y a différents groupes de travail, on va dire, pour schématiser avec, vous voyez ici les pays qui participent. Alors, pour faire partie d'un tel groupe, il y a des conditions à respecter. Déjà, un État peut y participer directement en envoyant ses agents. Il peut se faire représenter par des acteurs de la société civile, des universitaires. Donc, c'est assez large. Et donc, voilà, ça ne suffit pas pour autant à attirer forcément beaucoup de pays, mais la France est présente notamment dans ce premier groupe de travail. Ce qui est le plus connu à l'AIE, c'est le groupe de travail sur les énergies océaniques, hein, qui a été fondé plus tard en 2001. Le groupe de travail sur l'éolien, lui, est ancien, il date de 1977. Et vous voyez ici tous les sous-groupes qui existent au sein de cette plateforme de collaboration. Je fais vite parce que le temps presse. Vous voyez ici les différents États membres, mais j'en parlerai plus largement dans ma contribution écrite. Au sein de l'IRENA, les EMR, c'est le mariage de l'énergie des océans, de l'éolien et du solaire en mer. C'est une forme d'énergie renouvelable qui a fait son apparition progressivement. Et si on se réfère à certains documents
pseudo-officielle, on va dire, eh bien, on va voir que l'IRENA a une approche plus large des énergies marines, puisque elle inclut dans la catégorie d'énergie marine l'éolien offshore et notamment donc flottant et aussi le photovoltaïque flottant. S'agissant de la collaboration internationale, elle se fait sous la forme aussi enfin, on va dire deux supports multilatéraux, une initiative multilatérale qui est le Global Offshore Wind Alliance et ce qu'on appelle une plateforme de coopération qui est elle consacrée euh, à justement, c'est un peu ambigu, on va dire aux énergies marines, hein, puisque on voit ici une volonté d'élargir, de dépasser cette notion un peu réductrice qui est l'énergie océanique. Je passe rapidement aussi là-dessus. Il faut juste voilà, savoir que le GOA a été créé en 2022, l'initiative du Danemark, de l'IRENA et du Conseil mondial de l'énergie éolienne. On porte 20 membres, dont la Californie même, en plus des États-Unis, mais pas la France. Et pour ce qui est du système d'énergie océanique, enfin pour ce qui est du CEFOR, eh bien on retrouve un nombre important de pays qui sont guidés par des facilitateurs que sont le Tonga et l'Italie. À côté de ces supports de collaboration, on retrouve des collaborations bilatérales avec près de 70 organisations, mais comme par hasard, dans toutes ces organisations qui comprennent l'UNESCO, le Forum international de l'énergie et d'autres organisations, on ne trouve pas l'AIE, comme si l'IRENA finalement ne coopérait pas avec l'AIE. En réalité, l'IRENA, dans ses statuts, sans mentionner directement l'AIE, est censé collaborer avec elle en tant qu'organisation existante et qui encourage l'utilisation des énergies renouvelables. Alors ça s'est traduit quand même par un mémorandum d'entente signé en 2019, et cela donc donne lieu notamment à une collaboration assez minimale quand même, il faut le dire, qui se résume essentiellement à l'élaboration, à la gestion d'une base de données commune. Et voilà, j'en ai fini. Je suis désolé, j'ai un peu dépassé les 20 minutes. Merci pour votre écoute. Et je vous livre ici une photo personnelle que j'ai prise il y a 15 ans en Norvège. Voilà. Merci beaucoup à toi, Frédéric, pour ces perspectives intéressantes, notamment en matière de collaboration. J'ai vu qu'il y avait une question qu'on a